Le droit international se forme par la coutume, par les traités, par les actes unilatéraux des États et des organisations internationales, mais il existe également d'autres techniques d'identification du droit international qui étaient visées par l'article 38 du statut, qui sont visées par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, chapitre 4, les autres techniques d'identification du droit international. Alors il faut distinguer les principes généraux de droit international, qui sont des vrais mécanismes d'identification du droit international, des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, que sont la jurisprudence et la doctrine. Alors, paragraphe premier, les principes généraux de droit international. Alors, dans la tradition internationaliste, on distingue les principes généraux du droit international, qui sont les grandes règles, notamment coutumières, qui structurent le droit international, des principes généraux de droit international, qui sont des principes qui ne sont pas formés par la coutume, les traités ou les actes unilatéraux. L'article 38 les vise en tant que principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Cette formule désuète et problématique désigne en réalité les principes communs aux différentes traditions juridiques du monde. Les principes qu'on retrouve dans l'essentiel des différents ordres juridiques. Donc cela suppose une approche un peu technique de droit comparé pour vérifier que les principes sont effectivement reconnus dans les différentes traditions juridiques avant d'en imaginer la transposition en droit international. En pratique, on n'utilise pas ces principes pour créer des obligations nouvelles, pour démontrer l'existence d'obligations. Les obligations, on les prouve par les traités, par la coutume, par les actes unilatéraux. On utilise les principes généraux de droit davantage dans l'application des obligations, dans l'application des règles formées par traités, coutumes ou actes unilatéraux. Et donc on les trouve dans le domaine de la procédure ou dans le domaine de la responsabilité, sachant que leur terrain de prédilection est effectivement la procédure internationale contentieuse, le procès. Et là, on trouve les règles relatives à la preuve, relatives à la contradiction, relatives aux présomptions, aux exceptions de procédure. On retrouve des grands principes de procédure des traditions nationales qui sont transposés dans l'ordre international. À côté de ces principes, disons, de droit comparé, qu'on utilise surtout ou quasi exclusivement dans le domaine de l'application du droit international, surtout procédural, on utilise également parfois le concept de principes généraux de droit international pour désigner des principes qui sont en réalité des caractéristiques du droit international, des caractéristiques de l'ordre juridique international, comme l'égalité des États, le fait que les limitations de la souveraineté ne se présument pas, la conception formelle de la souveraineté, le fait que la conclusion d'un traité qui limite la souveraineté est aussi un exercice de la souveraineté, etc. Enfin, on voit parfois utiliser le concept de principes généraux de droit international simplement pour désigner des préceptes de logique juridique, ou plutôt de technique juridique, qui sont des instruments d'argumentation technique dont on n'a pas à démontrer la formation, c'est des outils du raisonnement juridique, comme la différence entre validité et opposabilité, le concept plus général d'obligation et d'exception, de règles et d'exceptions, le concept de question préjudicielle, de prescription, d'abrogation, de déchéance, etc. Voilà, autant de concepts dont on n'a pas à prouver la formation par la voie coutumière, sont des outils techniques. Les principes généraux de droit international sont imaginés comme des éléments qui viennent compléter le droit international. Mais il y a également dans le statut de la Cour internationale de justice, dans l'article 38, des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. Paragraphe 2, les moyens auxiliaires. À la différence des principes, ils ne complètent pas
l'ordre international, ils ne complètent pas le droit international, ils servent à retrouver des règles internationales. Ce sont des moyens auxiliaires, des moyens dont on peut s'aider pour déterminer les règles de droit. C'est-à-dire pour découvrir quelle est la règle coutumière qui existe. C'est la coutume qui est appliquée. Et simplement, on utilise la jurisprudence et la doctrine pour découvrir le sens de la coutume, ou pour découvrir le sens de tel ou tel grand traité. Jurisprudence et doctrine ont un rôle donc essentiel, mais du moins formellement, car la réalité est toujours complexe, mais au moins formellement, ils servent non pas à créer des règles, mais à découvrir le contenu de la coutume et des traités. Alors, la jurisprudence, c'est la jurisprudence des juridictions internationales. Toutes les juridictions internationales peuvent être considérées, même s'il est évident que la Cour internationale de justice bénéficie d'une autorité particulière en raison de son rôle, de son rang en tant qu'institution judiciaire des Nations Unies. Il y a une autorité, une autoritas particulière. La jurisprudence s'entend dans les limites, évidemment, de l'autorité relative de la chose jugée, donc c'est pour la découverte des principes, et non pas pour l'appliquer ailleurs que dans le cas dans lequel elle a été décidée, la décision juridictionnelle en cause. Et ensuite, il faut comprendre qu'il s'agit d'une façon souple de se référer à la jurisprudence. Il n'y a pas une règle du précédent, comme le stare decisis, comme dans les pays de common law. Il n'y a pas besoin, si on veut écarter une jurisprudence, de déterminer qu'elle a été adoptée par erreur, per incuriam, sans l'attention nécessaire. La juridiction n'a pas à justifier le fait qu'elle ne suit pas une jurisprudence. Formellement, en pratique, si une jurisprudence existe, il faut essayer de la contester, notamment si cette jurisprudence résulte de la Cour internationale de justice. Toutes les juridictions ne sont pas sous le même plan, du point de vue de leur autorité juridique. Enfin, les mêmes choses peuvent être dites de la doctrine des principaux publicistes, qui est visée par le statut. C'est en réalité plus généralement la doctrine des grands juristes, des grands internationalistes, qui peut être considérée par la Cour internationale de justice pour découvrir le contenu du droit international, sachant que, évidemment, il y a dans les faits une préférence pour les auteurs anciens, les grands pères de la doctrine internationaliste, qui jouissent d'une autorité particulière, comme Grotius, Vattel, Anzilotti, Pluncilli, Trippel, les grands noms de l'histoire du droit international qui ont et jouissent évidemment d'une autorité morale particulière.